Bon, bonjour à tous donc là c'est la deuxième session qu'on fait pour les révisions de techniques culinaires. Donc moi je suis, comme a dit Corinne, je suis diététicienne nutritionniste et je suis professeure à Montpellier dans la matière des techniques culinaires ou que maintenant on appelle activité technologique d'alimentation. Alors depuis là ça va être la quatrième semaine qu'on a entamée, qu'on va bientôt finir de révision. Donc, chaque semaine, il y a un tableau que vous recevez, enfin que les élèves reçoivent, en tout cas que ce soit à distance ou qui sont en présentiel. Vous avez donc chaque jour une préparation à faire. À partir de la semaine prochaine, ça va changer. On va calmer un petit peu le rythme. Vous avez déjà super bien tenu au niveau du rythme depuis un mois. On va alléger. J'ai prévu un programme un peu plus cool où vous aurez donc 2 préparations à m'envoyer en photo et que je publierai. Et il y aura par contre tous les jours quelque chose à faire. Il y aura seulement 2 préparations que vous m'enverrez en photo et que je publierai. Et les autres jours, ce sera soit une recette à lire, soit une partie de la théorie qui sera à lire. Donc, on refera quand même lors des points hebdomadaires, on fera un point sur soit les recettes qu'il y avait à lire, soit les recettes à faire, soit sur la théorie qu'il y avait à voir. Alors, je vois déjà qu'il y a une question. À quelle fréquence Adonis à distance propose des cours en visio? Alors là, c'est juste la période du confinement où on va faire ça. On va voir après, à partir du 11 mai, si on continue jusqu'à fin mai. Voilà, ce sera discuté et je vous le dirai la prochaine fois. Non, c'est bien spécifique au confinement. On a mis en place, en tout cas pour ma matière, pour le programme révision, c'est vraiment, on fait un programme spécial révision confinement et ensuite, du coup, on fait une visio spécialement pour refaire des points. Alors, du coup, je vais reprendre, je vais vous dire ce qu'ils avaient, enfin, même les élèves, je vais vous dire ce que vous aviez à faire. Je reprends mon document. 2 petites secondes, le temps que je retrouve mon tableau. Donc, on s'était arrêté la dernière fois, si je ne me suis pas trompée, on s'était arrêté au biscuit roulé à la confiture. Donc, pour le biscuit roulé, donc attention, il y a plusieurs choses. Il y a le biscuit roulé, qui est une pâte levée au blanc d'œuf. Et il y a aussi la génoise, qui est une pâte levée à l'œuf entier. Donc, la technique est différente. Le jour J, il faut bien lire le sujet et savoir ce qu'on vous demande. Ce ne sera pas la même chose qui sera attendu. Une génoise, c'est des l'œuf entier qu'on monte sur un bain-marie tiède. Et donc là, ça va tripler de volume et ça, ce sera intégré avec de la farine et le sucre sera intégré lorsque vous battez l'œuf entier sur le bain-marie tiède. Par contre, le biscuit roulé, c'est vous faites le jaune d'œuf avec la farine et le sucre et ensuite, vous avez monté les blancs en neige que vous incorporez à la maryse délicatement. Vous voyez que les 2 techniques sont différentes et ce n'est pas la même chose qui est attendue. Ensuite, le biscuit roule. Donc, la génoise, souvent, ce sera mis après dans un moule pour que ça monte. Et souvent, on le coupera en 2 et on le fourrera. Là, le biscuit roulé, on veut que vous le mettiez sur un papier cuisson, que vous fassiez un rectangle, plus ou moins. Et ensuite, vous allez le rouler. Le temps de cuisson, c'est ça il faut faire très attention. C'est en général 10-12 minutes maximum. Il faut essayer que l'épaisseur soit quasiment identique parce que, imaginons, vous versez votre pâte pour faire un biscuit roulé. Donc, vous faites votre rectangle et à un moment donné, avec votre maryse, vous passez un coup et vous faites un trou. Donc, ce qui va faire que ça va forcément plus cuire dans le creux et donc, ça ne va pas avoir un aspect final qui sera top. Donc, il faut essayer avec votre maryse, si jamais vous avez mal versé la pâte, essayer d'aplanir pour que ce soit plus ou moins tout sur la même hauteur. Ensuite, donc, il y aura donc là, après, ça dépend de ce qu'on vous demande. On peut vous demander à la confiture, on peut vous demander… En général, c'est plus la confiture sur tout ce qu'il y a eu comme recette dans les annales, c'est plus à base de confiture. Ou des fois, s'il peut y avoir, en fonction du sujet, de la crème pâtissière. Donc, vous avez fait, quand vous sortez du four votre biscuit roulé, je vous rappelle que vous avez prévu un autre papier cuisson avec des gouttelettes d'eau et un peu de sucre.
Et ensuite, ce que vous faites, alors comment vous le visualisez? Je vais prendre les cahiers. Donc ça, c'est mon papier cuisson où j'ai mis l'eau avec le sucre, ok? Qui est comme ça. Et là, vous avez votre biscuit roulé qui sort du four. Et donc, vous allez le mettre comme ceci, voyez? Et ensuite, vous allez décoller pour enlever le papier cuisson et que du coup, votre biscuit soit là. Et ensuite, vous le roulez. Ok? Il faut le faire de suite. Pour que le but, c'est qu'en fait, il y ait cette humidité qui permette de ramollir le biscuit et qui reste souple pour quand après, vous allez le dérouler, mettre la confiture et le rerouler. J'espère que c'est clair parce qu'effectivement, comme je le mime, je ne le fais pas. J'espère que c'est clair quand même pour tout le monde. Je vais regarder, maintenant que j'ai fini cette petite explication, je vais juste regarder les questions, peut-être des personnes qui m'ont parlé en même temps. Tac, 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 ok. Oui, alors là, le document, il n'y a pas d'importance à ce que je vous le partage. C'est pour ça que je ne vous ai pas partagé mon écran. Je vous partagerai mon écran pour vous montrer des photos après. Quelle taille doit faire le rectangle? Alors là, la taille du rectangle peut dépendre. En général, est-ce que j'ai une règle là? Non. C'est un petit rectangle. En fait, ça dépendra si vous utilisez un œuf, 2 œufs ou 3 œufs. Ça dépend ce qu'on vous demandera. En général, on le fait plus avec un œuf et ça fait un rectangle de la taille de… Ah, vous n'avez peut-être pas tous le même ordinateur. Donc, la taille d'une feuille A4. À peu près. Ça fait ça. Pour que ce soit quand même assez épais le biscuit. Il ne faut pas qu'il soit tout fin. Ok? Puisque normalement, en plus, avec les blancs d'œufs, il est assez épais. L'épaisseur précise, là vous m'en demandez beaucoup quand même. L'épaisseur qu'il doit faire. L'épaisseur. En plus, j'ai pas de règle avec moi. Ça va dépendre, ça va dépendre. Un peu plus qu'un téléphone, mais un peu moins que mon petit carnet. Ah, je suis à peu près mon carnet. L'épaisseur. On dit quoi? 2 cm à peu près? Je dirais ça. Ah ben voilà, quelqu'un qui dit 2 cm comme moi. Parfait. Donc voilà à peu près. Ensuite, donc vous l'avez roulé. Quand il était chaud, hein, vous l'avez roulé. Vous pourrez après le laisser quelques minutes. Vous l'entourez de papier film. Vous le laissez 2 minutes, 2-3 minutes sur le temps de travail, histoire qu'il baisse un petit peu en température. Ensuite, vous le mettez au frais. Et c'est quand il a baissé en température, qu'il est un peu frais, que vous le déroulerez. Vous mettrez la confiture ou la crème pâtissière. Vous le reroulerez. Attention. Là, quand on le reroule, on ne met pas ses doigts dessus. On essaye au maximum d'éviter de mettre ses doigts dessus. Et si on met ses doigts, on pense bien à se laver les mains ou à avoir le port de gants. OK? Parce que là, effectivement, sinon, il faut avoir tout préparé sur son plan de travail. Si vous commencez à toucher une porte, à toucher le four, des choses qui ne seront pas forcément propres, ce sera pénalisé. Donc, vous pensez bien à vous laver les mains ou à mettre les gants et ensuite vous le roulez. Comme ça, vous êtes plus serein. Vous ne dites pas mince, il ne faut surtout pas que je le touche, je n'ai pas les mains propres. Donc, vous vous lavez les mains, vous mettez les gants et là, vous le roulez bien. Attention, quand on le roule, il faut bien essayer d'avoir ce geste-là. On n'est pas en train d'aplatir. D'accord? Il faut vraiment avoir… Après, c'est quelque chose d'assez facile, le biscuit roulé. Vous en faites pas. C'est juste que j'essaye d'être le plus précise possible pour vous. Ensuite, vous le roulez. Et on pense bien, pour la présentation, à couper les extrémités. OK? Et après, forcément, le biscuit roulé, puisque c'est fait avec un œuf à l'exception, dans les préparations sucrées, à l'exception de l'huile flottante et de la crème renversée, un œuf est utilisé pour 2 à 3 personnes. OK? Donc là, c'est généralement 2. Donc, vous le coupez après en 2 et vous le présentez dans 2 assiettes différentes. OK? On y pense bien ça. Souvent, vous oubliez. On ne présente pas que dans une seule assiette. Ce n'est pas l'assiette des amoureux qui partagent le biscuit. On pense que c'est 2 personnes complètement différentes qui ne se connaissent pas, donc qui n'ont pas envie de manger dans la même assiette. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer comme photo pour le biscuit roulé? Tac, tac, tac. Alors, je vais montrer des photos des élèves de ce qu'ils nous ont envoyé. Il n'y a le nom de personne dessus. C'est pas du tout pour juger en disant ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est juste pour dire
Voilà, ça c'est intéressant. Vous pouvez avoir des idées. Voilà si vous avez ça, c'est pas trop attendu. C'est juste pour vous montrer des exemples. Tac, photo, biscuit roulé. Ok, je vais vous partager l'écran maintenant. Ok, donc normalement tout le monde voit là. Ah ben, j'espère. Donc, vous voyez, ça c'est un premier biscuit roulé. Donc, ce biscuit roulé, donc déjà le problème c'est qu'il est dans une même assiette, ce que je disais tout à l'heure, alors qu'il doit être divisé. Là déjà, en plus, il y en a eu 2 qui ont été faits, donc c'est plus pour 4 personnes que pour 2. Ensuite, donc celui-là, celui à droite, on voit qu'il est quand même, le blanc a été un peu intégré, il n'est pas trop tombé. Mais c'est pas très, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas équitable entre la pâte et la confiture. Là, celui-là, il est un peu plus affaissé. Peut-être que les blancs, quand la personne les a intégrés, elle les a un petit peu cassés. Donc forcément, la pâte n'est pas restée moelleuse, un peu spongieuse. Ça, c'en est d'autres. Donc, vous voyez qu'une portion est bien dans chaque assiette. Et en plus, il y a un élément de décoration, un peu de sucre glace au-dessus. C'est bien de mettre le sucre glace, enfin, après ça c'est très personnel. Je trouve que c'est mieux de mettre le sucre glace sur une première assiette et ensuite de déplacer le biscuit. De ne pas mettre le sucre glace au-dessus de l'assiette de présentation, sinon vous allez en avoir partout autour. Je trouve que ça gâche un petit peu l'effet décoration. Là, vous voyez donc que j'essaie de zoomer. Vous voyez là que le biscuit il est un petit peu plus spongieux, un peu plus épais. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense, pour le biscuit roulé. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des questions. Non, il n'y a pas de questions. S'il y en a qui en ont, n'hésitez pas. Je vais passer à la préparation suivante, sinon. Ensuite, n'hésitez pas à me couper, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, donc, les gougères, dans le jeudi, ce qu'ils avaient à faire, c'était les gougères au fromage. Donc, les gougères, c'est une préparation c'est une pâte à choux auquel on intègre de l'emmental. C'est une pâte à choux donc salée. Et au-dessus, en plus, on rajoute de l'emmental et on met au four. Donc, la pâte à choux, effectivement, souvent, elle peut un petit peu impressionner, elle peut faire un petit peu peur. Mais quand on a les étapes clés, normalement, il n'y a pas de souci. Alors, la pâte à choux, ce qui est très important, je reprends rapidement. Alors, je vous avoue que la pâte à choux, c'est ma pâte préférée. Donc, quand mes élèves ratent la pâte à choux, ils savent que je ne suis pas contente parce que lors de la dégustation, je ne vais pas avoir ce que je veux. Donc, au niveau de la pâte à choux, c'est une pâte où normalement, pour un œuf, vous avez 60 ml d'eau, 40 g de farine et 20 g de matière grasse. Ah, pardon, excusez-moi, je regarde juste s'il y a 2 questions. Et je veux pas, avant de finir la pâte à choux, je préfère. Le biscuit roulé est à maintenir au froid ou à température ambiante pour une version confiture. Alors, pour la version crème pâtissière, c'est sûr que ça va mettre au frais puisqu'il y a de l'œuf et du lait. Pour la version confiture, c'est quand même préférable. Ça, je le dis à mes élèves aussi. Quand un pot de confiture est ouvert, après, il se met au frais. Donc, lors de la prise des denrées, quand vous avez pesé votre confiture, vous la mettez ensuite, vous la conservez au frais. Vous ne mettez pas avec le sel et le poivre sur votre poste de travail. Ça va au frais. Donc, effectivement, aussi après le biscuit roulé, c'est préférable qu'il soit au frais. Il n'y a pas au jour du BTS, il n'y a pas de lors de l'examen ou dans les années d'apprentissage, il n'y a pas de chaud, il y a du chaud ou du froid. Il n'y a pas du tiède, ça n'existe pas. C'est pas bon au niveau bactériologique. Donc voilà. Ensuite, pour monter les œufs en neige, est-ce qu'on aura un robot de cuisine? Alors ça dépend. Ça dépend en fait des centres d'examen, des finances de la région. Donc ça, je vous avoue, je ne peux pas vous dire. Après, je pense quand même que par contre, vous aurez, vous savez, les batteurs, vous mettez les branches, vous aurez au moins minimum cette base. Je pense qu'on vous mettra un minimum d'électronique. Mais par contre, vous n'aurez pas les super robots comme on a en pâtisserie, genre un kitchen. Ça,
Non, vous n'aurez pas ça quand même. Puis en plus, s'il y en a qui l'ont, si vous mettez la quantité d'un œuf, le fouet du KitchenAid n'ira jamais au fond, donc ça ne montera jamais, donc ça ne vous aidera pas plus que ça. Donc, je continue avec ma pâte à choux. Donc, le principe de la pâte à choux, dans la casserole, on fait chauffer la matière grasse. Oui, je répète les ingrédients de la pâte à choux. Oui, 60 ml d'eau. Donc, en fait, c'est facile à retenir. C'est 2, 4, 6. C'est 20 g de beurre, 40 g de farine, 60 ml d'eau et un œuf. Donc, vous mettez vos 60 ml d'eau avec vos 20 g de matière grasse. Si, par exemple, c'est une pâte à choux sucrée, vous pouvez rajouter le sucre dedans. Comme ça, ils fond en même temps. Si c'est salé, vous mettez un petit peu le sel. C'est préférable de le mettre là plutôt que de le mélanger à l'œuf, puisque si vous n'intégrez pas l'œuf en entier, c'est mieux. Donc, vous faites ça. Vous faites bouillir. Attention, oui, il faut qu'il y ait une première ébullition. C'est très important pour qu'après, quand on rajoute la farine, ce soit bien intégré. Donc, il faut qu'il y ait une ébullition. Alors, attention, on ne fait pas bouillir sans temps. On voit qu'il y a une première ébullition. Il faut bien que la matière grasse ait fondu. La matière grasse a fondu. Il y a quelques bulles. 1 minute, on arrête. Hors du feu. On mélange les 40 g de farine. On met avec une spatule en bois, on mélange, ça s'intègre. Là, ça fait une genre de petite boule, on va dire, un peu humide. Et là, on remet sur le feu. Et là, c'est la phase, une des premières phases importantes, c'est la phase de dessèchement de la pâte. Et donc là, votre but, c'est pas juste, si imaginons, ça c'est ma casserole et ça c'est ma spatule, il y a ma boule à l'intérieur, c'est pas juste de mélanger comme ça. Non, je veux vraiment que vous écrasiez la pâte avec la spatule pour que même le cœur de la pâte dessèche bien. Il faut vraiment que l'entièreté de la pâte dessèche. Il ne faut pas que votre feu soit trop fort, sinon il va y avoir une croûte qui va être trop épaisse, qui va se créer au fond de la casserole et qui donc va empêcher que toute la pâte dessèche. Pardon, excusez-moi, je lis une question en même temps, si je ne vous dis pas. J'ai une question, est-ce que le jour de l'examen, nous avons des questions sur toutes nos étapes pour savoir pourquoi l'on fait telle ou telle étape et à quoi elles servent? Alors moi, je le demande à mes élèves lors des BTS blancs, je leur demande qu'est-ce que vous faites. Ça peut dépendre du jury. Moi, souvent, je leur demande. Après, effectivement, vous êtes quand même noté sur la grille d'évaluation. Il y a... Attendez. Où est ma grille d'évaluation? Que je vérifie que je ne vous dise pas une bêtise si c'est 6 ou 12 points. Je ne sais pas là. Je ne sais plus. Bref, c'est quand même une... je crois que c'est 12. Hein. Non, si j'ai le doute. Je ne sais plus. Attendez, j'essaie vraiment de retrouver un BTS blanc de mes élèves pour essayer de vous dire... Est-ce qu'il y a un de mes élèves qui se souvient? Parce que souvent, je vous le répète tellement souvent que vous retenez mieux que moi. S'il y a un de mes élèves qui peut me dire, s'il se rappelle si c'est 6 ou 12 points pour la technique, je veux bien. Tac, tac, tac. Bon, attendez, les grands moyens, je vais sortir ma petite. C'est 12, je crois. Ah, vous croyez que c'est 12? Bon. Moi aussi, je crois que c'est 12. Mais c'est 12 pour les deux préparations ou c'est 12 par préparation? C'est ça ma question. Surtout. Pour les deux, je pense. Oui, c'est 12 en tout. Ah, voilà, merci. Oui, c'est ça, c'est 6 et 6. Oui, c'est 12 en tout. Ça y est, j'ai retrouvé ma grille d'évaluation. Ok, merci en tout cas d'avoir répondu. Donc voilà, donc c'est sur 12 points. 12 points sur 50. En tout, vous êtes noté sur 50. Donc c'est 12 points sur 50. Donc, c'est quand même beaucoup de points. Donc, le jury va soit regarder et donc va noter, va checker, bon, ok, sa pâte à choux, il l'a fait, ça semble bon. Des fois, il y a une étape qui peut différer, ça ne va pas changer grand-chose. Soit il peut vous poser des questions. Ça va dépendre du jury. Après, dans l'ensemble, quand même, souvent, il regarde plus. Ok, donc ça, c'est bon. Oui, Maria Alaskar. Oui, si vous voulez poser une question à la fin de la séance, vous pourrez, pas de souci.
ensuite, qu'est-ce que je disais? Donc, on a desséché notre pâte. Donc, on la dessèche. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais il faut bien qu'elle dessèche. Ça peut prendre, allez, on va dire 2-3 minutes quand même. Et c'est long, 2-3 minutes. Il faut vraiment bien l'écraser. Elle dessèche bien. Quand elle est desséchée, on la met hors du feu. On peut la recouvrir d'une assiette pour être sûr qu'il n'y aurait pas qu'elle ne soit pas, qu'il n'y ait pas de, enfin, qu'il y ait une protection en tout cas. Donc, on la met sur le côté et pendant ce temps-là, on s'occupe de l'œuf. Donc, l'œuf, ce que je vous avais déjà expliqué la dernière fois, on prend un œuf, on le tape sur un bol, on le verse dans un autre bol. Ensuite, on jette la coquille. Le bol sur lequel on a tapé l'œuf, on le met au sale. On va se laver les mains. Et ensuite, on revient avec nos mains propres. On a notre œuf dans notre bol. On prend une fourchette et là, on le bat. Okay, pour qu'il s'intègre mieux, quoi. Ensuite, on reprend notre pâte qui a baissé en température. C'est très important parce que si la pâte est trop chaude, l'œuf va coaguler quand il va se mettre. Et donc, il va y avoir plein de petits morceaux et ça va être visuellement pas terrible et gustativement, ça va être pas terrible non plus. Ensuite, donc, vous mélangez votre œuf et vous l'intégrez petit à petit. Et on ne l'intègre pas tout d'un coup parce qu'il va y avoir plusieurs critères. La quantité d'eau, si vous n'avez pas mis totalement 60 ml, que vous avez mis un peu plus ou un peu moins, en fonction de comment vous avez desséché votre pâte, en fonction de... normalement, c'est les deux seuls critères, mais en fonction de votre œuf, il a une pesée, qu'il est un peu plus gros que la norme ou quoi, et bien, si votre pâte à la fin est trop liquide parce que vous avez mis trop d'œufs, je ne pourrai rien faire pour vous parce que une pâte à choux ne peut pas se rattraper quand elle est trop liquide. Donc, on intègre l'œuf petit à petit et on mélange. Et ça peut prendre un petit peu de temps. À la fin, vous devez avoir un aspect de mayonnaise épaisse. Et si vous voulez tester, soit vous vous lavez les mains et vous passez votre doigt dans votre pâte et les deux sillons ne doivent pas se rapprocher de suite. Par exemple, ça c'est une méthode. Soit vous prenez votre spatule en bois, vous levez votre pâte et là, imaginons que c'est ma spatule, ça fait un petit bec. Voilà les trois manières de voir que la pâte est bien. Après ça, vous intégrez, pour les gougères, là, vous intégrez les mentales. Et ensuite, vous dressez avec, il n'y a pas de poche à douille, donc avec 2 cuillères à café, vous essayez qu'elle soit le plus lisse possible, le plus ronde possible. Ne le travaillez pas non plus trop longtemps. Et ensuite, vous mettez un petit peu de gruyère râpée au-dessus. Et ensuite, on enfourne. Et la dernière astuce qu'il ne faut surtout pas, c'est ne surtout pas ouvrir le four lors d'une pâte à choux. Ça, donc le jour J, comme normalement vous partagez le four, il faudra vous synchroniser. Vous aurez droit à un petit temps de discussion, si on peut appeler ça une discussion, avec votre binôme pour vous dire, voilà, pour être plus ou moins à la même cadence pour enfourner au même moment. Alors après, il peut y arriver qu'il y ait des stratégies différentes. Donc souvent, il y a une personne, en tout cas à Montpellier, il y a une personne qui est là pour aider au niveau du matériel, pour aider les élèves qui n'ont pas l'habitude de l'espace. Et donc, il peut dire, ah ben, vous allez enfourner en même temps que telle autre personne, donc vous ne serez pas à côté de votre four, mais ça peut se permettre, ça, par exemple. Quel est le but de dessécher la pâte? Le but de dessécher la pâte, je vous avoue que pourtant je suis en plein apprentissage de pâtisserie aussi. Le but, c'est quand même que, en fait, d'abord, le dessécher, c'est que, en fait, le principe de la pâte à choux, c'est de la chauffer, la redescendre en température, la réchauffer, la redescendre en température et ensuite qu'elle soit chauffée. C'est une multiple cuisson qui permet donc cette levée. Et donc, le principe de la dessécher, c'est pour qu'elle puisse bien intégrer ensuite l'œuf, qu'elle puisse bien l'imbiber et qu'ensuite elle puisse monter. La phase de desséchage, c'est vraiment pour qu'elle puisse monter, en tout cas. Temps de cuisson et de degrés, là vraiment ça va dépendre de la taille. Si vous faites des éclairs, si vous faites des gros choux, des petits choux, c'est trop variable pour que je vous dise. Cuire la farine. Cuire la farine. Oui, le desséchage, oui, ça va cuire un petit peu la farine, oui. Je ne vois pas la question en fait. Ensuite, pour la pâte et la version sucrée, il faut les appliquer sur la plaque via une poche à douille ou un sachet de congélation. On peut faire avec les petites cuillères.
Un sachet de congélation, je ne suis pas sûre que vous en ayez le jour J. Les poches à douille, je sais que par exemple l'année dernière à Montpellier, il y en avait, mais je ne suis pas l'année où moi j'ai passé, il n'y en avait pas. Et oui, vous pouvez faire avec 2 petites cuillères, c'est assez facile à faire. Dessécher la pâte permet d'enlever l'empois formé pendant le mélange de la farine plus l'eau. Non, le desséchage, ça ne permet pas ça. Mais non, je ne sais pas d'où vous sortez cette version-là, mais ça ne permet pas d'enlever l'empois formé. Ok, donc les gougères, je vais vous montrer maintenant des photos de gougères. Comme ça, on avance. C'est déjà 35. Je les ouvre. Tac, je vous partage. Voilà, donc on a plusieurs photos de gougères. Il y a celle-là, celle-là et celle-là. Donc sur celle-là, vous voyez, il y a un petit effet de décoration. On a mis un peu de ciboulette, ça peut être possible. Le jour J, ce qu'on a le plus quand même en niveau frais, c'est du persil. On voit bien que la personne a mis de l'emmental. Il y a une belle coloration. Elles ne sont pas très colorées, mais si elles sont cuites à l'intérieur, c'est le plus important. L'important, c'est qu'on ait de grandes et belles alvéoles. C'est ça qui montre, qui va prouver au jury que vous avez eu la bonne technique. Quand on ouvre, normalement, on doit avoir de grosses alvéoles. Ensuite, il y a celles-là, elles sont sympas. Il y a des petites piques. Bon, le jour J, il n'y aura pas des petites piques. La décoration doit être que des choses qu'on mange. Mais ça peut être sympa. Elles sont un petit peu plus cuites, celles-là. Elles sont assez régulières au niveau de la forme. Donc, ça peut aller. Mais il manque une décoration de type alimentaire. Voilà, on ne met jamais dans une assiette de présentation le jour du BTS quelque chose qui ne se mangera pas. Et ensuite, vous avez celle-là. Donc, celle-là, on voit que déjà, le problème, le seul souci, c'est que, c'est pas très grave, il faut prendre le coup, c'est que, vous voyez, il y a une grosse gougère d'autres plus petites. Donc, forcément, les temps de cuisson, le problème, comme on ne peut pas ouvrir le four, c'est que si on a des petites et des grosses, il va falloir faire un choix. Soit les grandes ne seront pas assez cuites, soit les petites seront trop cuites. Donc, il faut essayer d'être le plus régulier possible. Et là, le souci, c'est qu'il n'y a pas de présentation. Après, pour toutes les gougères, non, celle-là, il y en a 3. Voilà, pour ces deux-là, il faut bien penser que normalement, dans l'assiette de présentation, il n'y a le nombre de gougères que individuel, qu'il n'y aura que pour une personne. Donc, pour un œuf, en général, ça dépend de la taille des gougères, mais on met 2-3 gougères dans l'assiette. Voilà. À l'examen, il demande de faire une forme particulière. Si on vous écrit éclair, un éclair, c'est en long. Et si on vous écrit chou, c'est une forme de chou ou gougère. Voilà, il faut suivre ce qu'on vous demande. Ensuite, le jour d'après, qu'est-ce qu'ils avaient d'autre à faire ? Les sablés Souvarov. Donc, les sablés Souvarov sont aussi connus sous le nom de lunettes à la fraise ou de lunettes à la confiture en supermarché. Donc, c'est une pâte sablée. La pâte sablée, c'est avec de l'œuf, de la farine, du jaune d'œuf, de la farine, du sucre et de la matière grasse. C'est une pâte assez friable. Donc, effectivement, il n'y a que le jaune d'œuf qui, on va dire, va permettre de lier les choses entre elles, en plus du beurre. Donc, voilà. Donc, cette pâte doit reposer impérativement au frais pour éviter que quand on l'étale, elle ne s'effrite pas trop. Parce qu'effectivement, sinon, ça ne va pas être terrible au niveau de la présentation. À l'examen, on devra connaître les recettes par cœur ou nous aurons une feuille avec des indications. Non, vous devrez connaître les recettes par cœur. Que ce soit sur les grammages ou sur l'exécution. Tout est à savoir par cœur. Sur la pâte sablée, souvent c'est fait, on vous dit de réaliser la pâte avec un jaune d'œuf parce que voilà, c'est plus pratique parce que si on vous demande de le faire avec un quart de jaune d'œuf, c'est assez compliqué de prélever qu'un quart. Donc cette pâte, on la fait reposer au frais, ensuite on l'étale et ensuite donc, il faut essayer de donner une forme, effectivement, une forme de lunette. Donc après, vous voyez ce que vous pouvez faire. Une lunette, c'est un petit peu compliqué parce que normalement, c'est comme ça. Donc souvent, on prend un cercle de présentation ou un verre
et on fait un cercle. Et ensuite, les sablés doivent avoir, donc il doit y avoir un premier sablé plein, ensuite la confiture et un autre sablé au-dessus. Et il doit y avoir 2 trous pour faire cette forme de lunette. Et là, il faut, pour faire les 2 trous des lunettes, vous pouvez prendre par exemple le vide-pomme. Comme ça fera un bon... Vous savez, c'est quand vous videz une pomme, je n'ai pas l'ustensile, il est dans ma cuisine, donc je ne peux pas vous montrer. Et ça vous permet au moins d'avoir 2 petits ronds bien circulaires. Donc, on les fait cuire, pas trop cuire non plus, pour qu'ils ne soient pas trop secs. On ne les fait pas trop fins non plus, pour qu'ils ne soient pas trop secs, encore une fois. Et ensuite, quand ils sont sortis, ceux-là, on peut les laisser par contre à l'air, baisser en température sur une grille à pâtisserie recouvert. Et ensuite, quand ils ont un peu baissé en température, vous pouvez mettre la confiture. La confiture, vous pouvez peut-être mettre une cuillère à café d'eau qui permet un peu de la délier un petit peu pour qu'elle soit plus facile à étaler. Ça, et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Oui, là, effectivement, quand on prend le sablé, soit on le prend avec des ustensiles, soit sinon, on se lave les mains ou on met les gants, bien évidemment, puisque on n'a le droit de toucher avec les mains que quelque chose qui après, entre guillemets, va cuire, à l'exception de la viande et des poissons qui sont dites des denrées nobles. Mais sinon, on va essayer de rien toucher qui ne sera plus cuit, donc on ne pourra plus enlever les bactéries. Donc tout ce qui ne sera plus cuit, il faut avoir les mains propres. Et ensuite, donc, partie pleine, confiture et partie avec les 2 trous. On ne se trompe pas le jour J, forcément, quand vous faites des sablés, il faut essayer d'étaler votre pâte et vous dire, par exemple, c'est un œuf, c'est pour 2 ou 3 personnes. Donc, si c'est pour 2 personnes, imaginons, il faut que je fasse au moins 4 sablés. Oui, il faut que je fasse au moins 4 sablés. Et donc, il faut qu'il y en ait 8 en tout, puisque chaque sablé a un dessus et un dessous. OK ? Ou alors, on en fait 2 gros pour qu'il y en ait un par personne, en gros. Et là, pareil, il faut en prévoir au minimum 4. OK ? Mais il faut vraiment penser à cette gymnastique-là pour pas que, par exemple, quand vous allez présenter vos assiettes, il y ait une assiette avec un sablé et une assiette avec 2 sablés. Là, ce ne sera pas cohérent. Okay ? Et le jury va regarder votre bon de commande. Sur votre bon de commande, vous êtes censé avoir mis le nombre de personnes pour lesquelles vous allez dresser. Ok, excusez-moi, je regarde la question en même temps. À nous de choisir la recette en fonction du sujet. Non, non, vous arrivez, vous retournez le sujet et vous voyez ce que vous allez devoir cuisiner pour ce jour-ci. Il y a plein d'astuces mémotechniques. Ouais, des astuces mémotechniques, je dirais pas des astuces mémotechniques, c'est plus vous pratiquez, plus ça va vous allez retenir. Après, effectivement, quand vous allez apprendre les rations en 2e année, enfin même fin de première année, vous allez voir que les quantités sont souvent identiques. Donc à ce niveau-là, pour les quantités, oui, ça va vous devenir instinctivement. 2 à 3 recettes, oui. Et adapter un régime, pas forcément. C'est pas forcément adapter un régime, c'est pas toujours. Il n'y a qu'une recette à faire à l'examen ou plusieurs. En fait, c'est 3 préparations qu'il y a à faire à l'examen. Mais en fait, des fois, on peut vous en demander que 2. Parce que par exemple, le biscuit roulant, la crème pâtissière et je sais pas moi, un poulet basquez. Et ben, par exemple, le biscuit roulé, on le comptabilise comme 2 préparations parce qu'il y a une première préparation de biscuit roulé et une deuxième de crème pâtissière. Même si vous l'écrivez dans une seule colonne sur votre bon de commande, nous, au niveau du jury, on réfléchit comme ça. On dit qu'il y a 2 choses distinctes à faire. Il y a toujours une chose salée, une chose sucrée. Le matériel, c'est la tenue, ça on en a parlé déjà la dernière fois au niveau du matériel. Pour ceux qui suivent les cours à distance, comment sont évaluées l'exécution des recettes tests? Est-ce qu'il y a des cours en présentiel pour cette matière avant l'examen? Effectivement, il y a des stages qui sont possibles. Après, moi, je propose toujours pour les personnes qui sont à distance. Ah, attendez. Je mets tout le monde dans les yeux.
Voilà, pardon, je coupais juste le micro. Et en fait, je propose que souvent, ce qui est possible, enfin en tout cas à Montpellier, c'est possible que de prendre la matière technique culinaire. Donc les personnes ne viennent que pour mes cours théoriques et pratiques, pour effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est quand même mieux d'avoir un professeur à ce niveau-là. Après, effectivement, il y a des stages, mais ça, il faudra vous renseigner pour voir avec Corinne Bosque. Ok. Donc, je vais maintenant vous montrer des sablés, des photos de sablés pour que vous voyez ce que ça donne, à quoi ça ressemble. S'il y en a qui n'ont jamais vu de sablé, c'est peut-être possible. Tac. Ok, donc voilà. Donc là, il y a des premiers sablés. Donc, on voit qu'ils sont assez circulaires, qu'ils sont bien. Il y a des couleurs différentes en plus. Donc ça, le jour J, je ne suis pas sûre que vous les ayez, mais souvent, il y a quand même confiture de fraises et confiture d'abricots. Donc, vous pouvez faire un mélange de couleurs. Par contre, le seul truc, c'est que le trou de milieu n'est pas très circulaire. Vous voyez, donc là, effectivement, avec le vide-pomme, normalement, ça, on peut faire quelque chose d'assez circulaire. Je dirais qu'au niveau de la couleur, il manque un petit peu de cuisson. Mais ça, après, ça peut se voir au niveau de la dégustation. Ça peut changer. Mais après, voilà, vraiment, ce qui donne envie visuellement, c'est ce contraste de couleurs qui est assez sympa. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était... par contre, voilà, dans l'assiette de présentation, il y a trop de sablés. Parce qu'une personne ne va pas manger tous ces sablés-là. Enfin, en tout cas, au niveau du BTS diététique. Ensuite, là, il y a d'autres sablés. Donc là, eux, ils ont bien la forme de lunettes, ce qui est normalement ce qu'on voit dans le commerce. Ils ont un tout petit peu trop de cuisson. Et par contre, une astuce qui est importante, que je trouve, c'est que le sucre glace a été rajouté après avoir assemblé le sablé. Et donc, on voit le sucre glace dans les trous, ou alors normalement, on devrait voir que la confiture. Donc, pensez bien, quand vous êtes sur votre plaque, par exemple de cuisson, la plaque avec le papier, vous mettez de la sucre glace que sur les sablés qui vont être au-dessus. Comme ça, c'est déjà fait et après, vous assemblez. Mettez pas le sucre glace après. Après, si jamais vous avez complètement oublié de le faire avant, tant pis, autant mettre du sucre glace que de ne pas en mettre du tout. Ça fait quand même un élément de décoration. Après, les cercles du milieu sont bien ronds, ils sont bien faits, donc c'est pas mal. Ensuite, il y a ceux-là. Donc ceux-là, ils sont quasiment parfaits. Hein. Ils ont été très bien réalisés. Le sucre glace est bien mis. Parce qu'effectivement, le sucre glace, je vous rappelle qu'il faut le mettre au tamis pour que ça ne fasse pas des gros amas. Et voilà, donc moi je trouve que ceux-là, j'ai rien à redire. Après, il y a ceux-là aussi qui sont pas mal au niveau de... Alors oui, par contre, si. Ceux-là, par exemple, je vois pas trop le temps de cuisson. Donc, je peux pas dire s'ils sont bien cuits ou trop cuits. Ça, faudra... je mettrai des points en fonction de la dégustation. Et ensuite, il y a ceux-là. Ceux-là, ils sont bien aussi. Bon, là, la personne, elle a décidé de faire qu'un trou, mais c'est pas forcément dérangeant comme les premiers. Ça rend bien aussi. La cuisson, là, on la voit, elle est pas mal. Donc, ils sont bien aussi. Vous voyez qu'il y a des styles différents. Ça ne va pas dire que y a pas... Ceux-là sont aussi bien que ceux-là, par exemple. Il n'y a pas à avoir de préférence visuelle, en fait. Enfin, là, en tout cas, il y a tout qui est... Au niveau de l'aspect, il y a tout qui est bien. Donc, au niveau des points, ce sera, je pense, équivalent. Après, c'est très subjectif, par contre. Ça... tac, tac, tac. Donc, quand nous pouvons suivre vos cours en présentiel toutes les semaines, vous pouvez suivre mes cours en présentiel. Oui, enfin, hors du confinement, oui, oui, bien sûr. Si vous êtes à distance et que vous décidez de prendre la matière technique culinaire pour avoir mes cours, vous pouvez, oui. Le matériel à apporter comporte simplement... Ok, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans la tenue. Les balances ne sont pas fournies. Ok, ça vous avez répondu. Ok, allez, on enchaîne sur la suite. Donc ça, c'était la dernière. Donc ça, c'était la fin. C'était la fin de la semaine. On commence la semaine d'après. Tac, tac. Alors, la semaine d'après. Donc, on a fait celle-là. La semaine... Ouais. Alors, on a commencé pour la semaine, c'était ragoût de carottes, ensuite poulet basquez et riz, crudité mayonnaise, cake salé et crème renversée. Donc là, on va voir en fonction du temps imparti, mais j'aimerais bien aller jusqu'au mercredi. Donc, ragoût de carottes,
poulet basquez riz et crudité mayonnaise. J'aimerais bien qu'on voit ça. Donc, un ragoût, normalement, un ragoût, c'est à base de viande souvent. Donc, un ragoût, à la différence d'un braisé, par exemple, est-ce qu'il y a des élèves qui voudraient bien dire d'ailleurs la différence? Qu'est-ce qu'un ragoût qui n'a pas un braisé? Par exemple, le poulet basquez, c'est un braisé. Le ragoût, le bœuf, la dinde marengo, le bœuf bourguignon, c'est un ragoût. Cuisson, alors oui, effectivement, il y en a qui écrivent. Il y a On un roux. ajoute... Oui. Marion, vous étiez en train de parler, non? Ok. Oui, j'ai dit il y a un roux. Tout à fait, oui. Effectivement, il y a Marine aussi qui a dit ça. Effectivement, voilà. Donc, il y a toujours de la matière grasse, même dans le poulet basquez. Et donc, si on rajoute de la farine, ça, on appelle ça un roux. Donc, effectivement, le ragoût, ce qu'il a en plus, c'est qu'il a de la farine, ce qui permet d'avoir une sauce un peu épaisse. Mais il y a aussi un deuxième truc que vous oubliez souvent, qui n'est pas par rapport à la cuisson. Il y a un liquide de cuisson dans les deux cas. Il y a autre chose. Franchement, par exemple, si je vous donne les deux exemples du poulet basquez et du bœuf bourguignon, ça devrait, au niveau de l'aspect, ça devrait vous donner une idée. Non, c'est pas le concentré de tomate, c'est pas tout le temps. Il y en a dans la dinde marengo, le concentré de tomate, mais pas dans le bœuf bourguignon. Le vin, non, parce que le poulet basquez, il y a du vin blanc et le bœuf bourguignon, du vin rouge. Bouillon, non. Découpage de la viande, oui Nathalie, super. C'est ça, effectivement, c'est le découpage de la viande. Normalement, le braisé, c'est un morceau de viande, c'est un morceau de viande entier. Et le ragoût, normalement, c'est des morceaux. C'est des morceaux de viande. On coupe des morceaux de 40 grammes, la taille d'un demi-œuf, d'un œuf à peu près. Donc voilà, donc pensez bien, quand vous voyez ragoût, vous vous dites découpe de la viande. C'est de la viande, bon là c'était des carottes, forcément on n'allait pas les laisser entières. Découpe de la viande et farine pour avoir une sauce un peu épaisse. Alors, pour nos petits ragoûts de carottes, est-ce que j'ai des petites photos à vous montrer? Ouais. Voilà, donc on a un premier ragoût. Donc là, on voit, bon, la sauce, elle n'a pas l'air méga épaisse, mais on voit qu'elle est quand même un petit peu épaisse. Donc, ok. Ça va. Donc, il y a quand même assez de sauce, même voire un petit peu trop. Par contre, les carottes, donc déjà, ne sont pas taillées de la même taille. Surtout que les carottes, même comme la viande, comme tout, si ce n'est pas des tailles identiques, donc il y a donc des cuissons différentes. Et donc, si le jury tombe sur une carotte ou sur un morceau de viande qui n'est pas assez cuit et un autre qui est trop cuit, ça ne va pas être terrible quand même. Donc, il faut essayer d'être le plus régulier possible. Et là, un autre ragoût. Donc là, vous voyez que déjà, on voit qu'il y a pas mal de... Enfin, celui-là, il y avait quand même pas mal de couleurs, donc on voit qu'il y avait quand même des aromates. Là, on voit des petits points, donc on ne sait pas si c'est des herbes de Provence. Je ne pense pas que ce soit du poivre, ou alors c'est très poivré. Donc ça, faites très attention aussi quand même au jury. Il faut essayer d'être un petit peu neutre. Pas trop de sel, mais pas non plus, pas du tout. Pas trop de poivre. Il faut essayer d'être modéré. Il ne faut pas penser qu'à ses goûts personnels. Ensuite, la sauce, on voit qu'elle a l'air de bien enrober les carottes. On voit qu'elle colle bien aux carottes, donc on se doute que c'est une sauce qui a été épaisse, donc il y a bien la farine qui a été ajoutée. Donc, ça, c'est bien dans les critères du ragoût. Et le persil, bon, mais ça, c'est toujours... Le persil, c'est juste une décoration. Souvent, je vous rassure, on ne le mange pas, mais ça montre que, voilà, au niveau de la présentation, quand on regarde tous les plats, on met forcément des points en plus pour une personne qui a pensé une décoration. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont écrit des choses? Donc, une blanquette est un ragoût. Alors, une blanquette, normalement, c'est une cuisson à l'eau de la viande. Donc, c'est particulier. On peut pas. Et en fait, le problème, c'est que ça commence pas comme un ragoût, la blanquette. Mais effectivement, comme à la fin, il y a une sauce à base de farine, mais bon, aussi de jaune d'œuf et aussi de crème, et que la viande est coupée, oui, sur la présentation finale, ça ressemblera à un ragoût.
Mais d'abord, ça ne commence pas comme un ragoût où souvent on fait revenir la viande ou les légumes aromatiques dans de la matière grasse. On fait cuire le veau à l'eau. Voilà pour le ragoût. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. Ensuite, le poulet basquez et son riz. Alors, le poulet basquez, c'est un braisé. Souvent, c'est avec une cuisse. Alors, si on vous a appris que c'était avec une cuisse, très bien. Mais si le jour J, vous avez un régime ou que vous avez, dans le sujet, hein, qu'il y a un régime ou que vous n'avez pas écrit cuisse, je tiens à vous dire que toujours dans les sujets du BTS, donc là, je prends un sujet que moi, j'ai fait à mes élèves, mais par exemple, dans les sujets, vous avez toujours, page 2, une annexe. Et donc, on se base sur cette annexe. Et donc, si vous avez un poulet basquez, vous aurez boucherie et vous aurez le nom de la viande. Si vous avez écrit cuisse, vous recopiez cuisse. S'il y a écrit morceau de dinde ou morceau de poulet, vous écrivez morceau de poulet. Enfin, il y aura écrit blanc de poulet. Vous écrivez blanc de poulet. Donc, il faut savoir le jour J, connaître vos recettes, mais aussi vous adapter en fonction de la liste qu'on vous donne. Ça, c'est important. Une fois que nos légumes sont coupés, où doit-on les conserver si on ne les cuisine pas de suite? Alors déjà, je ne vois pas l'intérêt de couper vos légumes à l'avance. En tout cas, quand c'est une crudité, ne jamais faire ça. Parce que ça, le jour J, on vous demande que si on découpe ces légumes à l'avance, c'est une perte vitaminique. Donc, vous serez pénalisé là-dessus. Si vous avez coupé vos légumes, vous les mettez dans une assiette, vous les filmez et vous les conservez au frais. Je suis allée en stage dans une clinique spécialisée prise en charge obésité et donc pas de matière grasse utilisée. Est-ce possible? Je ne comprends pas la question. Comment c'est-à-dire est-ce possible de cuisiner sans matière grasse? Normalement, pour une prise en charge obésité, on sera plus sur une matière grasse non cuite, mais il y a quand même un peu de matière grasse. Ça sera plus, on peut essayer. Normalement, on réduit. Mais par exemple, là, avec le poulet, vous n'êtes pas obligé forcément d'ajouter de la matière grasse. Par exemple, si c'est une cuisse, bon, après, ce n'est pas très intelligent. Une cuisse de poulet, pour une prise en charge obésité, c'est mieux du blanc de poulet. Mais donc, si c'est une cuisse, du coup, la cuisse va servir pour l'huile. Donc, en fait, ça va faire le gras. Et si vous choisissez du blanc, ce qu'on vous proposera à l'examen, vous mettez, normalement, on prévoit dans une recette, c'est 10-15 ml de matière grasse. Là, vous mettez à 5, par exemple. Comme ça, vous montrez au jury que vous savez que c'est plus petit. C'est une plus petite matière grasse qu'il faut. Donc, vous faites revenir normalement. Donc, vous pouvez commencer en faisant revenir la viande et la mettre sur le côté. Il y a deux méthodes. C'est soit on fait revenir la viande, on la met sur le côté, on fait revenir les légumes aromatiques, et après on les met sur le côté, on assemble tout. Soit sinon, on fait revenir la viande, on prévoit un bain-marie chaud sur le côté, et ensuite on transvase la viande dans un bain-marie chaud. Donc, la seule limite à cette deuxième méthode, c'est que déjà, ça va faire beaucoup de choses à faire. Il faut que le bain-marie chaud soit prévu avant, qu'il soit assez chaud pour pas qu'il y ait une baisse en température. Et ça demande beaucoup de manipulation, donc plus de risques bactériologiques. Ensuite, dans des centres d'examen, comme par exemple à Montpellier, mes élèves n'ont que 2 feux à disposition et non 4. Enfin, il y en a 4, mais ils le divisent avec les autres personnes. Donc, ça n'en fait que 2. Donc, quand vous êtes en train de faire plusieurs préparations, vous bloquez en utilisant un pour un bain-marie, ça peut vous mettre en difficulté. Donc, moi, je trouve que c'est toujours mieux, vous baissez un petit peu le feu, vous mettez la viande sur le côté et vous faites revenir vos légumes aromatiques au milieu. Ensuite, donc, pour ce poulet basquez, on rassemble tout et ensuite, on déglace avec d'abord un petit peu d'eau parce que si votre feu était fort, ça va s'évaporer. Donc, si vous mettez le vin en premier, le vin va partir, c'est dommage. Donc, d'abord pour le goût, pas pour d'abord de l'eau, ça s'évapore et ensuite, vous rajoutez le vin. Le vin n'est pas forcément obligatoire. Ça aussi, c'est en fonction du sujet et du régime qu'il y a pour le patient.
Et ensuite, vous pouvez ajouter aussi les tomates qui amènera un petit peu de sauce. Il doit rester de la sauce. Le poulet basquez ne doit pas être sec, surtout qu'il est servi avec du riz. Le riz, c'est déjà assez sec. Donc, si on sert du blanc de poulet avec du riz à l'eau, eh ben, dis donc, c'est pas très fun quand même au niveau gustatif, surtout si vous avez fait cuire la viande trop longtemps. La différence aussi, que je crois qu'il y en a qui l'avaient dit, entre un ragoût et un braisé, c'est le temps de cuisson. Effectivement, le temps de cuisson d'un ragoût, c'est plus long qu'un braisé. Le poulet basquez, on est aux alentours de 25 minutes de temps de cuisson. Je vais vous montrer maintenant des poulets. Poulet basquez. Tac. Voilà. Donc, vous avez un premier poulet basquez. Donc, il est présenté, il y a le poulet. Au-dessus, au milieu, il y a le riz. Par contre, donc, on voit que c'est des morceaux de blanc de poulet. Donc, ça peut être, voilà, si c'est du blanc de poulet, très bien. On essaye de couper, quand c'est du blanc de poulet qu'on vous proposera, en aiguillettes. Comme le poivron, il ne faudra pas le couper en dés, il faut les couper en lamelles. C'est comme ça qu'on présente le poulet basquez. Ça fait une partie des bases de la gastronomie française. Mais par contre, le feu a été mis sûrement un petit peu trop fort. Vous voyez, il y a quand même, on voit qu'il y a la tomate et le poivron, donc ça va nous permettre, quand on va déguster, d'avoir un petit peu un peu de jus, mais pas assez. Il n'y a pas assez de sauce, ça manque un petit peu quand même. Et ensuite, vous avez notre poulet basquez. Donc là, le riz est aussi présenté, voilà, souvent on peut le faire avec un sac de présentation ou dans un verre qu'on essaye de tasser. C'est très bien ça. Et ensuite, à côté, il y a le poulet basquez. Donc, on a mis on a fait un lit de poireaux en dessous et on a mis le poulet par-dessus. C'est très bien. Mais par contre, donc il y a assez de jus. Donc, ça, je pense que c'est parfait. Par contre, sur le riz, on voit bien, si je ne me trompe pas, hein, je crois que c'est du poivre. Donc là, ça va faire un petit peu de poivre. C'est mieux que ce soit mélangé quand même. Si on ne vous le propose pas, si on vous n'indique pas le riz de cuisson, si on ne vous propose pas créole ou pilaf, c'est préférable de faire pilaf s'il n'y a pas de régime. Donc pilaf, c'est que je vous rappelle que on nacre le riz dans un peu de matière grasse. C'est préférable effectivement de le mettre de faire la cuisson pilaf parce que ce sera plus savoureux. Voilà, mais c'est vraiment juste au niveau de la dégustation. Ok là-dessus. Et donc ensuite, le dernier, après je laisserai la place à Corinne. Donc c'était la crudité et mayonnaise. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les crudités, on le fait à la dernière minute si on peut. Ok, la mayonnaise, on la prépare à l'avance, on la met au frais, mais les crudités pour la découpe, on essaye de le faire au plus tard qu'on puisse. Ça dépend de ce qu'on a comme mode préparation à faire le jour J, mais le plus tard possible pour montrer au jury qu'on sait que si on les a préparés à l'avance, il y aura une perte vitaminique. Et l'intérêt quand même des crudités, c'est aussi l'apport vitaminique. Ça, ensuite, la marche en avant. D'ailleurs, j'ai eu un mail où on m'a demandé de reprendre la marche en avant des végétaux. Donc, au niveau de la marche en avant des végétaux, lors de la prise des denrées, vous allez laver tous vos légumes. Il faut les laver bien avant de les couper. C'est-à-dire que si vous avez besoin de prendre 100 g de carottes et que vous pesez une carotte, eh bien, la carotte, déjà, si vous la mettez, vous ne mettez jamais sur votre balance de suite, au contact. Vous mettez dans une assiette d'abord ou un bol, ça dépend de la taille du légume. Vous mettez votre assiette. Si vous posez votre carotte dessus et que vous voyez qu'elle en fait 130, ben c'est ballot, il vous en fallait 100. Donc, il va falloir la couper. Mais donc, si on pense qu'il y a des bactéries sur la carotte, donc elle est sale, déjà, on pense bien qu'on ne les voit pas, ces bactéries, forcément. Donc, imaginez que c'est comme si c'était du cacao. C'est comme ça qu'on peut mieux le retenir. Mettez sur une carotte du cacao, vous verrez que quand vous allez poser la carotte sur l'assiette, les bactéries vont en avoir plein l'assiette. Donc, si vous faites ça sans avoir lavé la carotte, il va falloir ensuite laver l'assiette. Okay, donc, c'est préférable de prendre une assiette, de prendre aidez-moi, le paltami, la passoire. Vous mettrez l'assiette, la passoire, vous mettez les légumes que vous avez besoin, vous les passez sous l'eau et ensuite, vous prenez une planche, vous pesez vos aliments, enfin, la carotte, vous voyez qu'elle en fait 130, vous prenez votre planche à découper, vous coupez la partie que vous pensez qui fait 30 g de trop
et vous la repesez, vous avez 100 grammes. Donc, pour la marche en avant des végétaux, pardon, vous faites d'abord un lavage, donc passage sous l'eau, hein, on ne vous demande pas non plus de faire tremper comme vous avez vu en resto co avec un désinfectant ou avec du vinaigre blanc. Vous passez sous l'eau, vous frottez en fonction si c'est un peu terreux, pour comme ça, par exemple des fois les carottes des sables ou les pommes de terre, que ce soit bien net. Et vous pensez, voilà, donc vous passez tout ça sous l'eau et ensuite c'est bon. Après, vous stockez, vous mettez au frais. Ensuite, on ne sait jamais si le jury ne vous a pas vu à la prise des denrées faire ça. Normalement, on est d'accord que si on imagine que la bactérie, c'est de la poudre de cacao, si on a passé sous l'eau et qu'on a frotté, il n'y a plus de bactéries. Donc, c'est bon, c'est lavé. Mais imaginons, le jury ne l'a pas vu et vous allez, vous allez couper vous allez éplucher et couper vos légumes. Pensez à reprendre votre passoire et vous repassez tout sous l'eau avant d'éplucher. Sinon, quand vous avez épluché, les légumes vont se gorger d'eau, ce sera dommage. Avant d'éplucher, vous repassez bien tout sous l'eau et ensuite vous épluchez. Et c'est bon. Il y a juste des fois pour la pomme de terre ou la courgette qu'on peut repasser sous l'eau parce qu'au niveau de la texture, c'est jamais très agréable et ça peut glisser et vous pouvez vous couper de cette manière-là. Mais sinon, il y a pas, au niveau hygiène, il n'y a pas besoin. Le lavage des poireaux, quelqu'un me demande. Oui, le lavage des poireaux, vous prenez le poireau et vous l'entaillez. Le poireau à différents endroits, comme ça, dans la longueur. Et comme ça, vous pouvez... En fait, l'eau va passer à l'intérieur et la terre va tomber de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, vous essayerez chez vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. La mayonnaise... j'avoue que j'en fais rarement. Alors, jaune d'œuf et moutarde ensemble et on met dès le début le sel. Parce que si vous le mettez après, sur votre mayonnaise, il y aura des petits morceaux blancs parce qu'en fait, le sel n'aura pas été dissous avant. Donc, vous mélangez votre jaune d'œuf, la moutarde, le sel, un peu de poivre. Et ensuite, vous ajoutez votre vinaigre. Ça fait une première émulsion. Et ensuite, vous ajoutez petit à petit l'huile. Attention. Quand on ajoute l'huile, on ne se dit pas « non, mais c'est bon, à un moment donné, ça va émulsionner, je vais continuer, ça va émulsionner ». Non, on ajoute petit à petit et on commence déjà bien à battre. Je vous assure, le jour J, mes élèves, moi, ils le font… Alors, certains groupes le font avec la cuillère, mais moi, ils le font avec la fourchette. Mais le jour J, je pense que vous aurez un fouet, voire les petits fouets électriques, comme je vous ai dit, où on met les branches. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez quand même essayer avec le strict minimum, c'est-à-dire quand même une fourchette chez vous. Et vous verrez que ça marche très bien. Vous versez l'huile petit à petit, vous ne versez pas d'huile supplémentaire tant que vous ne voyez pas. Si vous voyez que c'est disparate ou qu'il y a des stades un petit peu comme la vinaigrette, ça ne sert à rien. Il faut continuer à avoir une mini-émulsion avant de continuer. Ce n'est pas avec plus d'huile qu'il y aura une émulsion. C'est dès le début, quand on a mis un petit peu d'huile, genre, je sais pas moi, une cuillère à café, que ça commence déjà, vous voyez que ça commence à prendre. Ok ? Alors, je vais vous montrer des mayonnaises. Je crois que les mayonnaises, dans l'ensemble, elles ont été très bien réussies. Tac, je ferme le poulet et je vous partage mayonnaise. Donc ça, on a une première mayonnaise. Donc là, vous voyez que cette mayonnaise, elle est un petit peu foncée. Alors, ça dépend du vinaigre qu'on utilise. Si on utilise un vinaigre de cidre, ce sera assez léger. Là, c'était du vinaigre balsamique, si je ne me trompe pas, que l'élève a utilisé. Donc, forcément, ça a plus coloré. Le seul truc, c'est que ça aura peut-être un impact gustatif. Ce sera peut-être trop fort en vinaigre. Mais sinon, ce n'est pas dérangeant qu'il y ait une couleur un petit peu différente. Les crudités sont très bien disposées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est très bien. Ensuite, là, vous avez une autre mayonnaise. Vous voyez, là, on voit très bien que la mayonnaise elle ne coule pas. Donc, ça veut dire qu'elle tient bien qu'elle est bien compacte. Donc, il y a une bonne émulsion. Par contre, bon, voilà, au niveau de comment se dépatouiller avec cette mayonnaise, elle est au-dessus. C'est peut-être pas forcément des plus pratiques. Ça dépendra du sujet. La mayonnaise, c'est souvent quand même avec du manger-main. Donc, c'est mieux effectivement d'avoir les légumes d'un côté et pas forcément de mettre la mayonnaise dans un pot, mais de mettre la mayonnaise de l'autre. Comme ça, hop, la personne plonge et c'est plus pratique. Et voilà, une autre mayonnaise. Alors, celle-là, elle donne un aspect, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le vert ou quoi, mais on a l'impression qu'elle est moins compacte. Donc ça, le problème, c'est que je ne peux pas savoir, donc je ne peux pas goûter.
Par contre, au niveau du taillage, je trouve que c'est un petit peu grossier. Moi, j'aime bien quand les choses sont coupées assez finement. Mais bon, après, le jour J, vous n'aurez peut-être pas le temps. On fait comme on peut. Mais en tout cas, la présentation est jolie. C'est sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, on a tout vu en tout cas du programme. Je le dis pour ceux qui donc, sont élèves et qui ont le programme la semaine prochaine pour prévoir pour vos courses. Je vous dis toujours, ne vous ruez pas dans les supermarchés si vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc, lundi, ce sera une recette à réviser. Ce sera la quiche Lorraine à réviser. Le mardi, par contre, ce sera à faire. Ce sera une pizza reine. Après, ça peut être avec une autre protéine si vous n'avez pas le jambon et un autre légume que le champignon si vous n'en avez pas non plus. Le mercredi, ce sera la béchamel à réviser, juste à la lire. Ensuite, il y a tout ce qui est poids, nettoyage et découpe. Donc, c'est une partie de la théorie. Je vous ai mis les liens des ouvrages Adonis où vous pourrez lire la théorie. Et on en parlera ensuite jeudi prochain. Et ensuite, le vendredi, c'est une tarte aux pommes. Et pareil, je vous ai mis les numéros de page des livres Adonis. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il faut prévoir. Combien de temps, on me demande combien de temps se conserve une mayonnaise? Est-ce qu'il y en a qui savent? Combien de temps la conservation? Je ne sais pas s'il y en a qui écrivent une journée, 24 heures, une journée. Voilà. Alors, effectivement, ça dépend un petit peu. Les denrées peuvent être un petit peu sensibles, mais normalement, le maximum, c'est 3 jours. Vraiment maximum. Après, l'œuf est cru. Donc, le problème, c'est que c'est pas, normalement, c'est 24 heures, normalement, puisque c'est pas cuit. Question qui n'est pas en lien avec les préparations hebdomadaires, mais avec le jour de l'examen. Lorsque nous demande de réaliser une préparation pour 4 personnes, dont un ayant un régime spécifique ou une texture adaptée, faut-il préparer 4 portions avec un régime, une texture adaptée ou 3 portions au régime standard plus une portion? Si on vous demande pour 4 personnes, ce sera très explicitement dit. On vous mettra préparation à 2 points. Poulet basquaise, 4 personnes en régime hypocalorique, par exemple. Il n'y aura pas un... Ou alors, si on vous dit, il y aura peut-être, s'il y en a eu un sujet comme ça où c'était une texture mixée, c'était préparation B, menu du jour, et vous aviez le plat du jour, et vous aviez le menu juste au-dessus. Et préparation C, plat du jour adapté à une personne avec problème de mastication, par exemple. Et là, du coup, vous comprendrez très bien et ce sera bien distinct, quoi. J'espère que c'est clair. Oui, vous allez recevoir le programme par mail. Le mail, c'est Camille Dubord qui vous l'envoie tous les vendredis. Mayonnaise maison, c'est dangereux? Non, ça n'a rien de dangereux, une mayonnaise maison. C'est très bien. Moi, j'ai une question concernant les cours en présentiel uniquement pour les cours techniques culinaires. Il faut que je me rapproche de Adonis pour connaître le tarif. Oui, bien sûr, Fabrice, vous verrez ça peut-être avec Corinne. Peut-être qu'elle vous appellera individuellement pour vous en parler. Petite question pour pâte brisée. Pour faire une pâte, pour un plat à tarte, il faut que je compte pour combien de personnes, s'il vous plaît? Un gros plat à tarte familial classique, je dirais vous multipliez au moins, c'est pour 8 personnes en général. Donc, multipliez un maximum pour éviter de trop tirer votre tarte et qu'elle soit trop fine peut-être. En deuxième année, voit-on les régimes afin de prendre du poids? Oui, vous verrez tous les régimes en deuxième année. C'est en deuxième année qu'on voit les régimes. Mais moi, là, comme le programme est pour les premières et deuxième années, je n'ai pas j'ai pas adapté à des régimes. Je n'ai pas reçu les entraînements pour la période du 4 au 8 mai. Oui, c'est normal, c'est pour la semaine prochaine. On vous les envoie le vendredi après-midi. C'est pour ça que vous ne l'avez pas encore reçu et je vous le disais juste maintenant si jamais vous deviez aller faire vos courses ce soir ou demain, comme ça vous l'aviez déjà. C'est pour prévoir. Voilà. Bon, mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas si Corinne est là. Oui, je suis là. Ok. Je vous remercie. Je vous dis, vous n'hésitez pas à noter vos questions si vous avez d'autres questions pour la semaine prochaine. Et ce sera à la même heure. Et vous recevrez un mail comme d'habitude où vous aurez le lien pour venir au Zoom. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir été là pour votre participation et pour toutes vos questions.